Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Suspension des indemnités des membres des commissions en charge de l'application de l'accord. C'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont 4. Le premier, Émile Salamso, il est secrétaire exécutif du regroupement politique Anko Fasoko. Monsieur So, merci d'être avec nous. Deuxième invité, M. Yamoudou Keïta, un habitué de ce plateau. Il est président de l'URDAC, section France. M. Keïta, merci d'être avec nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Troisième invité, Massiré Diop. Il est un de nos confrères. Il est journaliste au journal L'Indépendant. M. Diop, merci d'être avec nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Quatrième invité, Dr Ousmane Koulibaly, communément appelé OCB. Il est vice-président au niveau du parti ILMA. OCB, merci d'être autour de ce plateau. Merci à vous, à mes co-débatteurs aussi. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Je l'annonçais tout de suite depuis plusieurs mois. Certains groupes signataires de l'accord ont suspendu leur participation au mécanisme de mise en œuvre de l'accord. En réaction à cette décision, le gouvernement a pris la décision de suspendre leur indemnité qui leur est accordée, pour leur participation à ces commissions pour la mise en œuvre de l'accord. Monsieur So, votre première réaction à cette décision du gouvernement de suspendre ces indemnités de ses membres des commissions en charge de l'application de l'accord? Merci, M. Sidibé. Mais avant, je voudrais dire bonsoir aux téléspectateurs et à mes co-débatteurs. En fait, la première réaction, c'est que c'est une décision responsable et une décision conséquente. C'est ce que je peux dire d'abord. Une décision responsable et conséquente. Keïta. Bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à tous les membres de l'URDAC à travers le monde. Oui, moi, je pense que c'est la conséquence logique de la suspension. Quand vous participez à un processus et que vous suspendez votre participation, il va de soi que les attributions qui vous sont allouées par rapport à cette participation soient suspendues. Maintenant, il y a peut-être d'autres raisons, je ne sais pas, parce que les points de blocage sont énormes. Peut-être que dans le débat, on va pouvoir les approfondir pour édifier davantage les Maliens par rapport à tout ce qui se passe, même si on n'a pas toutes les réponses, en tout cas du côté du gouvernement, on ne sait pas trop. D'accord. Massiré, on en sait plus sur les raisons de cette décision du gouvernement de suspendre ces indemnités. Bonsoir à tous. Pour le moment, c'est très difficile de pouvoir d'avoir une vision claire sur la situation. En tout cas, vous savez qu'il y a une tension qui est là depuis pratiquement 2 ans. Oui. Depuis pratiquement 2 ans, on n'a pas assisté à une seule avancée concrète dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Certains se demandent même s'il n'est pas caduc. Donc, il y avait déjà cette escalade et maintenant on vient encore ajouter une autre escalade. Donc, la situation risque un peu de se compliquer. Oui. Voilà. Sinon, j'étais en train de vous demander les raisons profondes de cette décision déjà. Oui, les raisons profondes, c'est difficile parce qu'à première, à chaud comme ça, c'est surtout par rapport à la décision prise par les groupes armés de suspendre leur participation dans les différents mécanismes de mise en œuvre de l'accord. Et cette décision remontait depuis décembre et la décision prise par les autorités, certainement que c'est maintenant que les choses ont commencé à sortir, mais ça fait 2 mois quand même, ça fait 2 mois depuis le mois de ils n'ont rien perçu au mois de janvier, mois de février et maintenant le mois de mars et jusqu'à présent on ne sait pas est-ce que l'accord tient toujours. En tout cas, c'est difficile pour le moment de connaître les raisons profondes vu qu'il n'y a pas encore une communication officielle autour de ça. Mais comme vous l'avez si bien dit, c'était peut-être en réaction de la suspension de participation prononcée par les groupes armés. D'accord. Docteur, est-ce qu'avec cette décision, on n'est pas en droit de se poser la question de savoir si l'accord était encore d'actualité du côté du gouvernement? Oui, il y a lieu de se poser cette question, mais je pense que c'est une suite logique par rapport
à tout ce qu'on vient de dire, parce que déjà la CMA avait suspendu sa participation au mécanisme, mais cela fait suite aussi sans doute aux différents problèmes liés un peu à l'application de cet accord. Je pense que tous les gouvernements qui sont venus ont eu du mal à pouvoir appliquer correctement cet accord-là. Et à un moment donné, donc, il va falloir s'asseoir et tirer les conclusions. Oui, mais est-ce qu'il fallait en arriver à cette extrémité-là, cette décision de suspension? Oui, bon, pour moi, c'est regrettable, parce que pour des groupes armés qui étaient là, et puis le gouvernement du Mali, il y avait un accord de principe qui faisait que chacun devait quand même jouer balle à terre. Donc à partir du moment où ils ont suspendu leur participation, cela présage, en tout cas en ce qu'on peut conclure que les hostilités peuvent commencer peut-être à tout moment. Et il serait bon qu'on revienne à de meilleurs sentiments, que le gouvernement aussi puisse voir sur quel plan on peut avancer sur le dialogue pour pouvoir trouver des terrains d'entente, à mon avis. C'est ce qui est important, parce que nous sommes tous des Maliens et nous devons jouer, comme je l'ai dit depuis le départ, balle à terre pour ne pas escalader en tout cas cette tension, pour que ça ne puisse pas aboutir à d'autres choses, pour que ça ne puisse pas par exemple aboutir à la reprise des luttes armées, parce qu'on sait que ça a des conséquences énormes sur nous et sur notre économie. Monsieur Sow, avec cette décision de suspension et cette lettre du ministre Wagué adressée au chef de file de la médiation internationale, je vais parler de l'Algérie. Est-ce qu'avec ces deux événements, on ne peut pas dire finalement que l'accord est en train d'être, en tout cas, de tendre vers sa caducité? Je ne crois pas. Je ne crois pas en ce sens que si nous prenons l'accord dans son application, je pense que en essayant d'analyser objectivement l'application de l'accord, je pense que beaucoup de choses ont été faites. Et à un pourcentage élevé, sinon même à un pourcentage acceptable par rapport à l'application de l'accord. Et je pense que peut-être les derniers points, les pourcentages non appliqués, on les attribue peut-être par... Ça aussi est dépendant peut-être du référendum, bien entendu, qui apporte un changement au niveau du Sénat, de la régionalisation, etc. Donc je pense que si, en fait, on arrive à tenir un référendum par rapport à la nouvelle constitution, il va de soi que beaucoup de questions liées à l'application de l'accord vont être solutionnées. Mais maintenant, par rapport à la lettre du ministre Wagué, et cette situation, je pense que, je l'ai dit au départ, c'est une décision responsable. Certains vous diront que c'est une décision audacieuse, je ne vois pas sous cet angle, mais je vois la responsabilité qui engage, qui anime les acteurs ou encore nos autorités par rapport à la question de l'accord d'Alger. Et ça, quel qu'en soit, il va falloir qu'on aille vers ça. Comme on le dit. Qu'on aille vers quoi? Qu'on aille vers une certaine... je ne sais pas, je vais reprendre les termes... Je sens beaucoup de prudence chez vous. Hein? Non, je vais reprendre un peu les termes d'un de nos grands au Mali qui dit il faut que vous musclez un peu pour qu'on puisse vous faire... C'est-à-dire on puisse vous considérer. Je pense qu'il est temps que les autorités durcissent un peu les muscles pour que l'accord là puisse avancer. Puisque si vous prenez le CSA, il y a beaucoup de sous-commissions qui constituent le CSA. Et chacun, dans son entité, fait sa part de jeu à des situations, à des niveaux responsables. Bon, maintenant, avec cette décision des mouvements armés, donc il est tout à fait bon, à notre entendement, que les muscles se durcissent un peu pour que les gens puissent revenir à des meilleurs sentiments. D'accord. Monsieur Keïta, avec ces deux événements, cette décision de suspension et cette lettre de Wagué qui a fait des émules, est-ce qu'on ne peut pas finalement dire que l'accord est en train d'être mis à côté finalement par la partie gouvernementale? Je ne crois pas que cette transition puisse mettre l'accord de côté. Je pense que les réformes essentielles que la transition a faites, c'est l'accord d'Alger, c'est-à-dire
Le Mali est gouverné aujourd'hui selon l'esprit de l'accord d'Alger, ce qui n'est pas du goût de l'URDAC Mali, bien sûr, contrairement à vous, bien sûr. Et nous pensons que, avec toutes les avancées qu'il y a eu, je ne crois pas qu'on puisse mettre l'accord de côté. Donc, les difficultés actuelles qui émergent dénotent peut-être d'un changement de stratégie. Ouais. Même jusque-là, on peut dire que la stratégie de la transition elle est encore floue. On ne sait pas trop. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est mentionné dans la charte. Ils vont appliquer l'accord d'Alger. Et conséquemment... Mais est-ce qu'ils sont en train de l'appliquer? Ils sont en train de l'appliquer. Ça y est, le découpage territorial, c'est l'accord. La nouvelle loi électorale, c'est l'accord d'Alger. Et le projet de référendum, c'est l'accord d'Alger, la nouvelle constitution. C'est l'accord qui demande une nouvelle constitution. Le découpage, quand même, l'initiative, c'est antérieur à l'accord. C'est l'accord d'Alger. On parlait de ce découpage sous le régime ATT déjà. C'est depuis Tamara 7, oui. M. Sidibé, c'est depuis Tamara 7. Oui. C'est-à-dire l'accord de Tamara 7 a été fait pour apporter une réponse à cette rébellion. Oui. Et par rapport à cela, on a proposé la décentralisation. Et c'est l'esprit de cette décentralisation qui prévoit encore aujourd'hui. D'ailleurs, l'accord le reprend. Ils disent tenant compte des accords passés et tenant compte du fait que le Mali n'a pas respecté ses engagements passés, donc ils prennent tout ça en compte aujourd'hui pour les verser dans le présent accord, selon deux principes. La reconnaissance de l'Azawad en tant qu'entité territoriale, géographique, mémorielle et historique, donc un État, on peut le dire, mais aussi le principe de, comment on appelle ça, j'ai oublié toujours ce terme-là, que les collectivités s'autogèrent en fait, tu vois. Donc, moi je pense que... L'autodétermination. Non, pas l'autodétermination. Le terme m'échappe, je suis un peu fatigué. C'est même pas technique. C'est même pas technique. C'est quand ils disent que les collectivités s'autogèrent en fait. Donc le principe de la libre administration des collectivités. Ça, c'est les deux bases essentielles de l'accord d'Alger. Et ce principe-là aussi s'appuie sur la gestion par principe de subsidiarité. Je pense que les revendications essentielles des Touaregs sont posées sur ça. Et l'État est en train de travailler dans ce sens. Quand vous prenez les réformes qui sont engagées, d'ailleurs, la session extraordinaire du CNT qui s'est tenue il n'y a pas longtemps, c'était pour mettre en avant la définition, comment on appelle ça, des collectivités territoriales et des collectivités administratives. Mais finalement, qu'est-ce qui explique la frustration de la CEMA finalement? Moi, je pense que c'est une stratégie. Oui. C'est une stratégie pour négocier. Le fait de bloquer et dire qu'on n'est pas satisfait, c'est une stratégie pour négocier. Et ça fait endormir les Maliens. Et au final, on va se réveiller, ça trouvera que tout est fait. Donc, avec toutes les avancées qu'il y a eu, il faut que nous soyons sûrs que l'accord ne peut pas être caduc. Mais en même temps, le projet de nouvelle constitution, parce que l'accord en soi est une constitution qui viole la constitution de 92, donc il faut le verser dans cette constitution pour pouvoir le valider. Et par rapport à ça, pour en terminer, la refondation, qui est l'acte central de cette transition, c'est l'accord d'Alger qui le demande. Maintenant, il faudrait que les Maliens, en tout cas, choisissent la philosophie du Mali que nous voulons. Au stade où nous sommes, les décisions qui sont prises par les autorités, nous les saluons, mais nous ne pensons pas que ces décisions répondent en tout cas aux aspirations profondes du peuple malien, surtout que le peuple ne connaît pas tout à fait cet accord. Massiré, vous êtes autant optimiste que votre vis-à-vis quant à l'avenir de cet accord, malgré ces deux grands événements? Oui, bon, je pense que l'accord, on ne peut pas tout simplement décider de le mettre de côté, parce que vous savez, l'accord, c'est un processus. Et quand on s'inscrit dans la dynamique d'un processus, on ne peut pas, par exemple, prévoir que dans 2 ans, dans 3 ans, ça va être fini. Parce que si vous voyez l'accord, la plus grande partie peut-être concerne les actions de développement. Et les actions de développement, on ne peut pas les mesurer dans le temps, c'est difficile. Maintenant, il y a certainement lieu d'aller plus vite sur certaines questions, comme les questions, peut-être les questions politiques et les questions surtout les questions liées à la sécurité et à la défense. Généralement, ce sont ces deux thématiques, ce sont ces deux volets qui posent le plus de problèmes. Parce que vous avez vu, parce que l'accord, c'est 4 axes. Il y a le volet politico-institutionnel, le volet sécurité-défense, le volet qui concerne la justice, la réconciliation et la paix, et enfin le volet qui concerne le développement économique et social. Sur les deux derniers volets que je viens de citer, il n'y a pratiquement pas de désaccord. Ils sont pratiquement, vous avez vu la CVJR, comment elle a fonctionné, vous avez vu également d'autres plans de développement, comment est-ce que ça a été mis en œuvre, mais les deux principaux volets qui posent le plus de problèmes, c'est la sécurité et le volet politique. C'est-à-dire,
c'est deux visions qui sont assez différentes. Vous avez du côté du gouvernement, et ça ne remonte pas ça ne date pas que d'aujourd'hui, même sous le régime qui a été renversé, c'était pratiquement la même chose. On voulait vite aller vers un désarmement. Alors que de l'autre côté, les groupes armés disent que si on désarme, et que les réformes ne sont pas engagées, donc nous n'aurons plus de moyens de pression. En tout cas, ce qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est que pratiquement, depuis la signature de cet accord, il n'y a pas de belligérance entre l'État et les groupes armés. Ça, c'est un acquis déjà. Peut-être cet acquis devrait être renforcé. Oui, mais s'il n'y a pas cette menace de la République, la belligérance déjà, avec cette lettre du ministre Ouagué qui contient... Je ne pense pas, parce que vous savez, souvent... c'est dans l'art de négocier, quoi. Oui. Dans l'art de négocier. La surenchère verbale. Voilà. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, qu'il y ait réellement une volonté d'aller vers ce clash. Nous avons encore des membres des groupes armés, et pour la première fois, qui ont fait leur entrée dans le gouvernement. C'est pas une petite affaire. Et d'autres aussi sont présents au niveau du CNT. Ça aussi, c'est pas une petite affaire. Et ces éléments, leur traitement n'ont pas été suspendus. Sauf que ça, c'est antérieur à ces événements aussi, monsieur. L'entrée de la CEMA dans le gouvernement quand même est relativement plus ancienne que cet événement. Mais c'est-à-dire, il faut distinguer des choses. Il y a l'esprit et la lettre de l'accord, parce que jusqu'à présent, nous sommes encore dans l'esprit. Et ces initiatives peuvent ensemble, lorsqu'on les met ensemble, peuvent donner quelque chose aujourd'hui de concret. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? C'est que si on ne fait pas un effort d'aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre de surtout dans ce qui concerne le volet sécurité et défense, vous avez le problème du terrorisme qui ne fait qu'avancer. Ça aussi, c'est une réalité on va faire tourner mondiale peut-être, mais il y a un autre contexte aussi qui demande cela. Il faut donc trouver une alternative à cela. OCB aussi a son regard sur l'avenir de l'accord. Oui, l'avenir de l'accord, je pense que tout le monde doit s'impliquer là-dedans pour sauver cet accord. Déjà, mon ami Massiri a parlé de deux choses, c'est-à-dire le volet politique et le volet sécurité-défense. C'est à ce niveau sûrement que le bas blesse. Je pense que c'est surtout au niveau de l'intégration des combattants armés qui doivent être désarmés déjà pour qu'ils puissent intégrer l'armée régulière, ce qu'on appelle l'armée régulière recomposée. Donc il y a un sérieux problème à ce niveau parce qu'il y a un problème de quotas. Les quotas que demandent les forces, la CEMA, à mon avis, souvent ça peut poser des problèmes. Mais néanmoins, il faut s'asseoir, faire intervenir aussi les autres. C'est-à-dire qu'il y a le comité de suivi de l'accord qui est là. Le comité de suivi de l'accord n'est pas composé, heureusement, que du gouvernement et des mouvements armés. Sauf que les mouvements ont suspendu leur participation à ces comités de suivi de l'accord. Oui, je pense que leur rôle, c'est que lorsqu'il y a des situations comme ça, pour qu'ils puissent mettre leur diplomatie en jeu. Vous parlez déjà de la médiation internationale. Des pays comme de la CEDEAO, même l'OMS et l'ONU peuvent intervenir sur plusieurs plans pour faire la pression sur les groupes. Sauf qu'on a l'impression que le gouvernement jette un sérieux doute sur la neutralité de cette médiation internationale quand on lit bien cette lettre du ministre Ouagué. Oui, donc c'est pourquoi chacun doit s'impliquer. À mon avis, il faut essayer de trouver l'équilibre, se dire les vérités en face. Et que s'il y a achoppement sur un point, qu'on puisse se dire la vérité. S'ils demandent un quota d'intégration au niveau de l'armée, si ce n'est pas possible, il faut leur montrer ça techniquement, montrer que l'État malien ne peut pas supporter ce que vous êtes en train de demander. Mais cela ne peut pas se faire lorsque on ne se met pas autour de la table et avec l'intervention du comité de suivi de l'accord qu'il faudrait mettre en contribution, à mon avis. D'accord. Monsieur Sidibé, juste une petite précision, parce que ce n'est pas tombé du néant aussi la décision des groupes armés de suspendre leur participation. Vous avez dit tout à l'heure que en réaction à cela, il y a eu la suspension des indemnités. Mais cette décision de suspendre est venue d'une demande et fait suite à une demande qui n'a pas été la demande de la tenue d'une réunion sur intérêt neutre. Pour faire... Sur intérêt neutre, oui, tout à fait. Que le gouvernement a décliné. Bon, ce n'était pas une réunion destinée au gouvernement. Les groupes armés l'ont demandé
ils ont demandé cette réunion de façon bilatérale avec la médiation pour faire une évaluation de la mise en œuvre de l'accord. Oui. Donc, la réaction du gouvernement, oui, d'accord, elle peut décliner, mais l'objectif premier, ce n'était parce que, quand même, vous savez que la médiation est quand même l'un des garants de la mise en œuvre de l'accord. Oui. Donc c'est tout à fait normal souvent qu'elle fasse cette demande de dire à la médiation, parce qu'il faut appeler aussi la médiation à ses responsabilités. Parce que très souvent, on est là juste... Alors que la médiation peut trancher, mais jusqu'à présent, sur ce niveau, ça pêche encore. D'accord. So, comment surmonter cette étape dans la mise en œuvre de l'accord? Bon, comme on le dit, c'est dans la discussion que j'ai eu la lumière. Pour moi, la base, c'est... On a l'impression que cette discussion est rompue. Non, elle ne peut pas être rompue, à mon avis. Comme l'ont dit mes co-débatteurs, peut-être tout ça, c'est stratégique. Le gouvernement est dans sa dynamique stratégique. Les groupes armés, la même chose. Mais ce qui est sûr, à tout casser, on va finir par s'asseoir autour d'une table et discuter. Ça, quand même, c'est incontournable. C'est comme ça que nous voyons l'issue. Sinon, n'imaginons même pas jeter l'accord dans la poubelle. Sinon, tous ces acquis qui sont déjà là, ce sera une perte énorme pour les Mali aussi. M. Keita, nonobstant votre posture d'anti-accord, comment surmonter cette difficulté? Moi, je pense que ça se surmontera dans la discussion, forcément. Je crois que l'accord en soi bloque la discussion. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Parce que entre la mise en œuvre que les groupes armés sont en train de faire, le co-débatteur disait tout à l'heure que la belligérance s'est arrêtée, mais elle a pris d'autres formes. Quand vous avez des groupes armés qui décrètent des régions militaires, qui nomment un chef d'état-major, qui se décident à sécuriser les populations de l'Azawad, je crois bien qu'il y a une belligérance. Au sein de l'État, c'est pas envers, c'est pas contre l'État. Au sein de les fusils qui crépitent quand même. Il faut quand même prendre des mesures pour sécuriser ses propres zones. Est-ce que je peux terminer? C'est pas leur zone, c'est un territoire du Mali justement. Seul l'État doit détenir le monopole de la violence. Et si la présence n'est pas là, sauf que ces groupes armés occupent ces endroits-là de fait. L'accord demande justement que ces groupes soient désarmés. Mais on n'y arrive pas. C'est un blocage. Quand vous parlez des blocages au niveau sur des questions institutionnelles et sur la question de la défense, cela fait partie. Le DDR a accéléré. Il y a eu la réunion décisionnelle de haut niveau. On a fait un débat là-dessus ici, qui a décidé d'intégrer 26 000 ex-combattants, comme ils veulent les appeler, parce que pour nous, ils sont encore des combattants. Ils sont encore armés. Et cette décision, après, on ne pouvait pas comprendre qu'au niveau de la mise en place du comité ad hoc, il y aurait des blocages. Est-ce que la commission... Massiré, vous aurez une réaction. Okay. Allez-y. Voilà. Donc, selon les informations que nous avons reçues, il y a eu des blocages au niveau de la mise en place ou, en tout cas, des décisions à prendre par rapport déjà à la mise en place, mais aussi les décisions à prendre au sein de ce comité ad hoc. Donc, ça veut dire que dans son mécanisme même, l'accord est un problème. Et la lettre de Ouagué, il réagit à des violations de l'accord qui est faite par les groupes armés. Donc, ça veut dire que malgré cet outil qui est là, il y a des violations de part et d'autre, que le médiateur n'arrive pas à réguler, que l'ONU n'arrive pas à réguler, que l'aménagement n'arrive pas à réguler. Le mot qui est là existe. Avec le mot qu'on ne devait pas avoir de blocage sur les questions de défense et de sécurité. Maintenant, par rapport à la commission, c'est peut-être, comment on appelle ça, le comité de suivi. C'est ceux qui participent au comité qui ont été, comment on appelle, on a suspendu leur indemnité. Mais il y a d'autres commissions. Il y a la commission RSS. Comment on appelle la commission réforme du secteur de la sécurité. D'accord. Donc si c'est le cas, je m'en réjouis personnellement parce que c'est une décision qu'il faut prendre. Et nous passons les volets développement dont vous avez parlé. On n'a pas besoin d'un accord au Mali pour faire la promotion du développement. Tout le Mali a besoin de cela. Et aujourd'hui, prendre des armes pour vouloir créer une entité, donner les pouvoirs qu'eux-mêmes ils ont définis, qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Et c'est pourquoi l'accord ne peut pas avancer, parce qu'ils ont pris des décisions qui ne sont pas celles de l'État malien. C'est pourquoi d'ailleurs l'État a décidé peut-être de mettre en cause l'accord de défense, qui devait permettre à l'armée de monter en puissance et de pouvoir sécuriser et de préserver l'intégrité territoriale du Mali.
l'État n'arrive pas à faire ça encore, et c'est à cause de l'accord. Vous avez parlé de la question du terrorisme. Pour terminer. Aujourd'hui, l'accord est devenu le catalyseur et de la rébellion et du terrorisme. Car ces rebelles sont avec les terroristes sont avec les rebelles. On a vu la réunion qui s'est tenue à Kidal le 1er on va aussi Donc, faire réagir. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas être léger sur ces questions. Il faut défendre les véritables intérêts du Mali. Hein? Sans embâche, moi je crois. Masré, 30 secondes de réaction. Non, vous savez, ce n'est pas un débat ordinaire, donc c'est difficile de réagir. Moi, je ne suis pas... L'accord, je ne l'ai pas signé. L'accord, je l'ai juste lu et j'ai certainement participé en tant qu'observateur pratiquement à tous les niveaux du processus. Oui. Bon ou mauvais, ça, moi, je ne peux pas en juger. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut vite sortir de cette situation. Puisqu'on a un outil déjà qui est là, qui fait la promotion de la paix, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les armes ne crépitent plus entre les adversaires d'hier et que les adversaires d'aujourd'hui sont connus. Mais moi, je pense qu'il faut aller sur cette base-là. Sinon... Mais l'accord même prévoit des dispositions pour sa révision. Je ne sais pas si vous avez lu l'article 65, prévoit les mécanismes. Donc s'il y a des choses à condamner dedans, c'est l'occasion. S'il y a des violations qui sont perpétrées, il y a des cadres comme le comité de suivi et même d'autres, parce qu'il y a même le comité de suivi de haut niveau qui est composé des ministres des Affaires étrangères. Et là encore, c'est encore à un niveau beaucoup plus supérieur pour négocier. Donc il y a un outil qui est là. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller de rupture en rupture. On a déjà beaucoup de fronts qui sont ouverts. Les gens sont là. Peut-être qu'ils n'ont pas désarmé à hauteur de souhait, mais ça, c'est le terrain aussi qui commande la mission. Pour clore ce chapitre, pour clore, moi, allez-y. Je sais qu'il est très passionné par ce sujet. Mais moi, je dirais pour conclure tout simplement qu'un mauvais accord vaut mieux qu'une bonne guerre gagnée. On est entre nos Maliens. On doit jouer par la terre, comme je l'ai dit au départ. Essayons de se retrouver autour de la table. Là où la parole a toujours existé au Mali, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Surtout qu'il y a des acquis. Il y a des membres des groupes armés qui sont encore dans le gouvernement et dans le CNT. Moi, je pense que tout ça, ce n'est pas à négliger. D'accord. Est-ce que je peux... La paix n'a pas de prix. Là où je veux dire, le dialogue, nous sommes pour ça, réellement. L'article 65 exclut le peuple malien du processus. Je ne sais pas si vous avez constaté cela. La négociation doit se faire qu'entre signataires, entre l'État et les groupes signataires. Mais l'État représente quand même le peuple. Non, justement, non. Cet accord n'engage pas le peuple malien. D'accord. Cet accord n'engage pas le peuple malien. Il n'a pas été soumis à l'Assemblée. Mais quand un ministre des Affaires étrangères signe, non, justement, non. C'est au nom dans du notre pays. Constitution, c'est pas comme ça. Dans la Constitution, il est clairement dit, par rapport à la souveraineté, que toute question relative au territoire ne peut être traitée à l'insu du peuple. Cette question doit être soumise à l'approbation du peuple à travers ses représentants. L'accord, c'est en cela que l'accord anticonstitutionnel. Voilà, donc sur cette base-là... Je ne sais pas si les fusils si les fusils sont en train de crépiter, on va le temps de faire des négociations. Notre souhait n'est pas de faire crépiter les fusils. Non, j'ai dit qu'au moment où les fusils crépitent, c'est pas à ce moment qu'on dit, par exemple, qu'on va consulter. D'accord, on va véritablement mettre un terme à ce chapitre pour aborder cette visite de l'état-major de l'armée nigérienne ici au Mali courant cette semaine. Déjà, cette visite a quand même surpris plus d'un quand on sait cette relation qui était tendue un peu entre le gouvernement nigérien et celui du Mali en termes de surenchère verbale. Effectivement. Avez-vous été surpris aussi de voir l'état-major nigérien au Mali? Surprise pour un départ, oui. Mais pas surpris parce que il devenait nécessaire que les États arrivent à quelques niveaux, ne serait-ce que pour la sécurisation de nos frontières. Nous avons une large frontière avec le Niger. Il était tout à fait nécessaire que, quelque part, que les autorités se rencontrent. Sinon, la visite du chef d'état-major du Niger, certains l'ont compris, peut-être comme une victoire de nos autorités, mais il faut voir au-delà de ça. Il faut voir la nécessité
désécurisation de nos frontières. En ce sens qu'il y a un accord entre le Mali et le Burkina qui permet aux forces armées maliennes et vice-versa aux forces armées burkinabées de pourchasser bien entendu sur le territoire de l'autre les djihadistes, permettez-moi l'expression, ce qui n'existe pas entre le Niger et le Mali. Donc face à cela, il est tout à fait bon. Cette visite est la bienvenue selon nous. Nous avons vraiment échangé autour de ça au niveau de notre plateforme. Nous avons même fait un communiqué par rapport à ça parce que nous trouvons que c'est salutaire et c'est nécessaire. Monsieur Keita, avec cette visite, est-ce qu'on se dirige vers la normalisation des relations entre le Niger et le Mali finalement? Bon, normalisation, c'est peut-être trop dire maintenant. Je pense que on se souvient encore de cette phrase du ministre nigérien des Affaires étrangères qui traitait ceux qui ont pris le pouvoir au Mali, de colonel Frélaté par exemple. Oui, même les propos de Bazoum, quand il disait que le Mali a voté contre le Niger quand il y avait le coup d'État. Normalisation, je ne dirais pas, mais je pense que c'est nécessaire que les chefs d'état-major se consultent. Ça veut dire qu'on crée les conditions de résolution de cette crise sécuritaire, surtout liée à la question du terrorisme, entre États, que ces États créent ces conditions. Je pense que le Niger a cette conscience. Et j'ai eu à faire un débat avec un membre du parti, je pense que c'est le PNDS, je crois, de Bazoum, qui est à l'Assemblée sur un web média. Ce jour-là, son souci, c'était que malgré ces discordes, que le Mali et le Niger arrivent à construire, en tout cas, un processus de sortie de crise ensemble, car c'est des pays du champ qui sont touchés par le même phénomène, mais différemment. Donc moi, je pense que c'est un début de quelque chose, après toutes ces tensions verbales et tout le reste, et sur fond aussi de manipulation de la France et tout ça. Donc, pour moi, c'est un début. C'est trop tôt de dire qu'on va vers une normalisation. Parce que la normalisation, ça voudrait interroger beaucoup d'autres éléments qui n'ont pas émergé encore. Et puis, je pense qu'on ne connaît pas tout le contenu de ce qui a été dit. Il n'y a pas d'accord encore. Donc, en tout cas, nous restons à l'écoute. Nous pensons que c'est une bonne chose. Pas seulement le Niger. Nous souhaitons que le Mali puisse parler avec tous les pays limitrophes du Mali pour pouvoir poser cette question de sécurité, y compris l'Algérie. Indépendamment de l'accord. C'est quand on veut parler avec l'Algérie de ces questions, pas par rapport à l'accord. Massiré, avec cette visite, on peut dire que les réalités sécuritaires, en tout cas, ont indiqué finalement, ont obligé finalement ces deux pays à renouer un peu, en tout cas, le chemin de la diplomatie. Non, vous savez, mieux vaut tard que jamais. Lorsqu'on a des intérêts qui sont communs, on ne peut forcément que se retrouver. Peut-être ça prendra le temps que ça prendra. Les tensions entre les États, ça, bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Parce que même au sein d'une même famille, on a souvent des tensions. Mais quelque part, s'il y a un intérêt général à préserver, je pense aujourd'hui qu'il y a lieu d'engager ce dialogue-là. Nous partageons beaucoup de choses avec les Nigériens. La crise sécuritaire est venue certainement amplifier un peu cette situation parce que vous savez que cette zone-là, qui est cette zone des 3 frontières aujourd'hui, c'est là où se concentre le plus d'insécurité. Les terroristes massacrent un peu partout, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina. Donc il faut aujourd'hui nécessairement conjuguer les efforts. Donc, oublier les propos. Non, vous savez, les propos, tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver pendant un temps. Mais sur le long terme, quand même, c'est à des dirigeants que nous avons affaire. C'est pas à des débutants ou autres, non. L'État, c'est à un autre niveau que ça se gère. Souvent, on pense que c'est dans la rue qu'il faut parler des problèmes de l'État, alors que c'est beaucoup plus sérieux que ça, parce que ça engage aujourd'hui la vie de toute une nation. Et pour que cela soit fait, il faut se retrouver vraiment entre responsables et avoir des visions partagées par rapport à cette question. Une dynamique à entretenir. Si, une dynamique à entretenir et même à amplifier, à consolider, tout ça pour permettre un peu au retour de la sécurité dans cette zone-là. Parce que tant que nous n'arriverons pas vraiment à travailler ensemble comme il se doit, ça sera difficile. Parce que les terroristes aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Ils sont au Mali, ils sont au Burkina, ils sont au Niger. Donc nous n'échappons pas à ce phénomène-là. Donc c'est important aujourd'hui qu'on puisse se donner la main et qu'on laisse des petites histoires de côté parce que c'est entre personnes. Et c'est pas entre pays, c'est entre personnes. Parce que les pays demeureront et ces personnes
partir. La délégation a été reçue par le colonel Assimi lui-même en personne. Oui, moi je trouve que c'est de bon augure. Un message déjà, est-ce que vous voyez un message derrière Oui, je vois déjà un bon cette message. audience. Un bon message, oui. Parce que les deux pays sont condamnés à travailler ensemble, comme on l'a dit. Et ça, c'est surtout la réelle politique. On sait que le Mali et le Niger partagent une très grande frontière, donc on est obligé de travailler ensemble. Et ce qui s'est passé entre nous, ça peut s'expliquer à un certain niveau politique, le positionnement politique des uns et des autres. Mais au-delà de ça, ces chefs d'état-major se connaissent entre eux. Parce qu'ils ont travaillé au niveau du G5 Sahel. Donc ce qui est sûr, peut-être qu'il y a eu ces guerres-là, mais entre-temps, sur le plan technique, ils ont eu d'autres informations et ils savent très bien que si le Mali et le Niger se divisent, cela va dans l'intérêt des groupes armés qui sont en train de terroriser nos populations aujourd'hui. Donc on a tout intérêt à nous donner la main pour aller de l'avant. Le référendum constitutionnel n'aura finalement pas lieu ce 19 mars ici au Mali par la voix du porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Les autorités annoncent un léger report de cette consultation. Les raisons évoquées ont pour nom le souci de l'opérationnalisation de la réorganisation territoriale, aussi la problématique de la disponibilité des cartes d'électeurs. Monsieur Sow, votre réaction à cette décision de léger report déjà? On parle de léger report. Je vais revenir avec votre mot, pas de surprise. Nous avons, notre plateforme Ankou Fassogo a participé à des colloques, à des ateliers organisés par l'aménagement, l'administration territoriale, surtout la Cour constitutionnelle. En fait, lors de ces collègues, tous les acteurs politiques qui étaient présents prévoyaient cette situation, ces reports. Nous voyons qu'aujourd'hui c'est une nécessité, mais une nécessité inquiétante. Nécessité en ce sens que les arguments que le gouvernement a avancés tiennent. C'est des faits concrets qui sont là, que nous vivons au quotidien. Mais inquiétant, ça c'est par rapport aux engagements que les autorités ont pris vis-à-vis de nos partenaires, vis-à-vis de nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, vis-à-vis du peuple malien. C'est très important, puisque l'objectif de tout cela, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, qui en réalité ne doit pas être négocié ni par les autorités, ni encore par quelque organisation que ce soit au Mali. Donc nous, à notre niveau, nous estimons que oui, c'est nécessaire, mais... Comme on le dit dans le langage militaire, est-ce que le terrain n'est pas finalement commandé à ce niveau? Commandé par qui? Le terrain déjà, la situation... Vous dites qu'on est tenu par un engagement pris vis-à-vis de la communauté internationale. Déjà avec la nouvelle donne sécuritaire par exemple, est-ce qu'on était en mesure de tenir ces élections le 19 mars malgré l'engagement Bon, je pense que ce n'est pas seulement l'aspect sécuritaire qui est le facteur déterminant de ces reports. Oui. Comme vous l'avez dit. Nous sentons en filigrane, il y a ça. Non, c'est vrai, on a mis en avant l'opérationnalisation des nouveaux territoires déjà. Oui, même au-delà de ça, il faut avoir les cas de l'EJ qui en réalité pose problème. Oui, qui est tributaire à tout ça. Oui, qui en réalité, même comme on appelle la relecture de la loi électorale qui nécessitait, tout ça prévoyait qu'il fallait reporter. Oui. Donc en réalité, beaucoup de conditions sont là pour que les référendums en réalité ne pouvaient pas se tenir à Tassan. On les reconnaît en tant qu'acteurs politiques. Mais nous avons dit qu'il faut que les gens soient sûrs que nous allons au référendum. C'est indéniable en ce sens que l'accord dont on parlait, le référendum va, je ne dirais pas achever l'application de l'accord, mais il y a des points saillants qui sont prévus avec la nouvelle constitution qui en réalité vont beaucoup soutenir l'application de l'accord. Raison pour laquelle nous estimons que l'inquiétude que nous avons, seules les autorités peuvent nous mettre à l'aise par rapport à ça. Il s'agit de respecter leurs paroles données pour aller à l'ordre constitutionnel. Monsieur Keita, ce report était une sorte de secret de polichinelle, hein? Secret de polichinelle, oui et non. Oui, parce que voilà, tout le monde
c'est que selon les réalités objectives, c'était difficile de tenir un tel calendrier. Mais nous savons que l'État malien est sous pression. C'est ça, cela n'a pas cessé. Voilà pourquoi nous invitons le peuple malien à se mobiliser pour le Mali. Car le schéma dans lequel on a mis la transition, à terme, va aboutir à l'application de l'accord d'Alger. C'est une transition accord d'Alger, en fait, c'est ça. Donc, pour nous, nous sommes contents, déjà, qu'il y ait ce léger report, mais nous prions que ce référendum n'ait pas lieu. C'est une violation de la Constitution. Le Mali n'a pas besoin de référendum. On n'a pas besoin d'une nouvelle Constitution, au stade où nous sommes. Et la Constitution ne peut pas régler la question de la sécurité. Ça ne peut pas redonner au Mali son intégrité territoriale. Ça ne peut pas désarmer les groupes armés. Ça ne peut pas mettre un terme à l'armée nationale reconstituée que nous ne voulons pas. Nous voulons qu'on donne les moyens aux forces armées maliennes, qu'ils sécurisent le Mali, qu'ils protègent l'intégrité territoriale. On a besoin de ça. Donc, pour nous, ce projet de référendum qui est commandé par l'accord d'Alger, l'URDAC Mali le rejette, nous ne le voulons pas. Et nous demandons à nos autorités de ne pas s'aventurer sur ce chemin. Et nous souhaitons que le retour à l'ordre constitutionnel se fasse par la Constitution de 92, qui est aujourd'hui une ceinture de sécurité pour le Mali. En même temps, on peut renégocier un autre plan et basé sur la Constitution de 92 pour aller aux élections afin que les partis politiques trouvent leur compte. Voilà, parce que nous savons que parmi ces partis-là aussi, beaucoup ont pris l'engagement d'appliquer l'accord d'Alger. On sait que c'est devenu aujourd'hui un problème pour le Mali, car tous ceux qui ont voix au chapitre se sont engagés pour appliquer cet accord. Mais c'est un accord qui n'est pas bien pour le Mali, il faut le répéter. Okay. Donc pour nous, le référendum qui est fait pour appliquer l'accord, quand le co-débatteur dit que ça va favoriser l'application de certaines parties de l'accord, non. Ça va valider l'accord, parce que la nouvelle constitution, c'est l'accord d'Alger, et l'URDAC Mali le rejette en bloc. D'accord. Mais est-ce qu'on doit continuer à reprendre cette rhétorique du gouvernement de léger report quand on sait qu'une nouvelle date n'a pas été fixée? Bon, vous savez, le contexte est un peu difficile. Mais moi, je pense surtout que s'il y a aujourd'hui échec, c'est qu'il faudra tous à son niveau l'assumer. Parce que quand même, le chronogramme avait été donné depuis un certain temps. Et on dirait qu'il n'y a pas eu de suivi pour qu'on puisse arriver à ce niveau. Quelque part, c'est l'échec de tout le monde, les partis politiques, la société civile et même les autorités, parce qu'on ne sait pas assez donner la main ou bien les gens n'ont pas soutenu comme il faut les autorités pour que ce travail soit fait. Parce que c'est un travail, il ne suffit pas de donner des dates, parce que ça peut être à titre indicatif. Maintenant, pourquoi il n'y a pas eu ce suivi? Parce qu'il y a des cadres qui sont là, il y a des cadres d'échange qui sont là, qui ont été mis en place. Pourquoi ces cadres n'ont pas fonctionné pour essayer de voir est-ce que techniquement on peut aller vers la tenue de ce référendum et puis tout le reste du processus électoral? Parce qu'il faut craindre qu'il y ait un glissement du calendrier. Il y a déjà un accord qui a été donné pour que la transition prenne fin après mars 2024. Mais est-ce qu'à cette allure, les choses iront mieux? Parce que souvent aussi, il faut prioriser les priorités. Il ne suffit pas de dire, oui, c'est important de faire la refondation, c'est important d'avoir une nouvelle constitution, tout ça c'est important. Encore que cette nouvelle constitution, ce n'est pas qu'une histoire de demande de l'accord, ça va au-delà de ça. Combien de tentatives de révision constitutionnelle ont été faites par le passé sans même lier cela à l'accord? Oui. Et même, il y a certaines dispositions aujourd'hui, on a besoin d'adapter ces textes par rapport aux réalités du moment. Oui. Donc il y a tout ça aujourd'hui qui pose problème. Voilà, donc moi je pense quelque part que le suivi n'a pas été fait correctement. Et ça, ce n'est pas que le gouvernement, c'est tout le monde pour qu'on arrive aujourd'hui à cette situation. C'est tout le monde. Vous vous sentez responsable de ce léger report, M. OCB? Non, pas du tout. Au contraire, je vais essayer d'argumenter le contraire. Déjà, le gouvernement, il faut le prendre au mot. Ils ont avancé deux raisons fondamentales. La première raison, c'est l'âge de ce démembrement. Et nous, au niveau du parti élément, on a toujours condamné cette façon de mettre cet âge-là. Cette autorité indépendante de gestion des élections, qui est allée même à l'encontre de la décision de la majorité des partis politiques.
Là, c'est un sérieux problème parce que la majorité s'était prononcée sur la modalité de mise en place de cette aide-là. Mais finalement, on est parti sur un jeu de tirage au sort qui n'était pas du tout demandé par la majorité des partis politiques. Sauf que les partis ne se sont pas entendus. Non, les partis ne se sont pas entendus, mais il y avait une majorité qui s'est dégagée. Il y avait une cinquantaine de partis qui demandaient à ce qu'on passe par l'appel à la candidature. Pourquoi on n'est pas passé par ça? Il n'y avait que 4 partis qui ont demandé de passer par le tirage au sort. Et je pense que c'est quelque chose qui concerne les partis politiques à ce niveau. On devrait écouter les partis politiques pour aller de l'avant. On ne l'a pas fait. Donc, la deuxième raison, c'est la vulgarisation du projet de constitution. Et à ce niveau, il y a un sérieux problème parce qu'il y a un effet de domino qui s'est fait maintenant. Permettez-moi un peu de revenir au chronogramme, parce que c'est très, très important. Depuis le 23 janvier, normalement, je ne suis pas en train de parler de la révision constitutionnelle, je suis sur le chronogramme des élections des conseils des collectivités territoriales. Depuis le lundi 23 janvier, on devait prendre les arrêtés fixant le nombre de conseillers à élire par commune, par région et par district. Oui. Et les responsables, c'est le ministère de l'administration territoriale. Voilà. Donc, tout ce qu'on projette comme activité. Oui. La deuxième activité, il y avait d'autres décrets qu'on n'avait pas pris. Je ne vais pas entrer dans tout ça, mais il y avait un décret aussi qu'on devait prendre depuis le 15 février portant et fixant la participation non remboursable des frais des élèves. Donc, il y a un effet domino, ce qui fait qui montre en réalité que est-ce que quand on fait nos planifications, on prend des gens compétents pour le faire. À mon avis, on devrait prendre tous ces aspects sécuritaires et tout en compte pour pouvoir donner un chronogramme. Donc déjà, il faut qu'on passe à d'autres choses parce que cette constitution aujourd'hui est en train aussi d'amener un lever de bouclier au niveau de certains religieux et aussi au niveau de certains juristes qui posent la question est-ce que cette transition même a qualité de pouvoir faire cette révision constitutionnelle. Donc, mais nous, au niveau du parti élément, on ne s'est pas encore prononcé sur la situation, mais on est sûr et nous savons que en réalité, c'est une question qui divise beaucoup. C'est une question qui divise les Maliens. Et je pense que la transition peut, en tout cas, essayer de voir encore et de suspendre, pourquoi pas, ou de retirer ce projet de constitution et se focaliser sur l'organisation, par exemple, des autres élections pour qu'on puisse finir la transition en beauté. Faut-il renoncer à ces référendums finalement comme en tout cas nous le propose déjà? Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes choses. On sait qu'au niveau du parti élément qu'il y a des bonnes choses dedans. Et il y a aussi des choses à critiquer. Voilà, mais en toute évidence, aujourd'hui, ça divise beaucoup plus que ça unit les Maliens. Or, on est dans un contexte où vraiment on a besoin de tous les Maliens pour aller de l'avant. Nous ne croyons pas à cela. Les reports du référendum, oui. Mais nous, au niveau de notre plateforme Anko-Fasogo, nous avons toujours dit allons-y vers une nouvelle république et cela passe par les référendums. L'accord d'Alger est une étape de la vie du pays, de notre pays, c'est vrai. Mais les référendums, aller à une nouvelle république est déterminante. Je m'explique. Avant d'aller avec ça, il a parlé de l'EJ. Il y a 4 partis seulement qui ont demandé à ce qu'on fasse le tirage au sol. Je l'informe que notre parti fait partie de ceux qui ont demandé le tirage au sol. Mais ce jour-là, on a avancé des arguments solides devant les 3 ministres. Ce qui fait que ce n'est pas question de majorité. Ce jour-là, il y avait, sur les 257 partis politiques, il y avait environ 150 partis politiques. Donc 50 sur les 150, ce n'est pas la majorité qui se dégage. Pour son information. Ça, c'est pour les... C'est une minorité qui se dégage. Oui, mais en avançant les arguments que nous avons avancés... Pour une question de temps, on va revenir à ma question. Voilà. Maintenant, par rapport à la Constitution, au référendum, moi, je pense que le report est une décision sage et responsable de nos autorités, en ce sens que c'est en tenant compte, il faut les reconnaître, il y a une minorité de Maliens, en réalité, qui veulent rejeter ces référendums, qui ne veulent pas aller à ce qu'ils ont appelé à cette nouvelle constitution. Donc je pense que ça a été sage de la part de nos autorités de reconsidérer ces positions qui sont minoritaires. Sinon, dans sa majorité, tous les Maliens le Mali dans sa majorité veut aller à une nouvelle république. Les Maliens ne se limitent pas à cette minorité qui se dégage.
raison pour laquelle leur décision est sage et responsable. La forme proposée, la forme de république contenue dans ce projet vous convient déjà, la forme laïque, la laïcité? Oui, ça nous convient, mais quand je dis les reports, certainement il faut trouver une formule qui en réalité ne mettra pas ou encore qui vont satisfaire ces personnes qui n'ont pas encore compris ou encore qui apprécient à d'autres façons ces termes de laïcité. D'accord. Des imams érudits aujourd'hui sont vent debout contre la présence du mot laïcité dans ce projet de nouvelle constitution. Monsieur Keïta, votre rédaction? Oui, moi je pense que c'est mal expliqué. Et puis l'approche de cette question pose problème, bien sûr. Et avec tout le changement qu'il y a eu, je ne crois pas profondément que c'est à la laïcité que ces religieux veulent s'attaquer. Je crois qu'ils pensent qu'ils n'ont pas été sérieusement pris en compte. En tout cas, c'est la raison apparente qui est évoquée. C'est ça. Il y a eu d'autres arguments qui ont été avancés ça et là, parce qu'ils veulent être représentés, ils voulaient être au CNT, ils ne sont pas pris au CNT. Ils voulaient être ailleurs, ils ne sont pas pris ailleurs. Et pourtant, ils ont participé à toutes les luttes. Ils ont fait élire des présidents. Ils constituent une base électorale solide et dont les partis politiques utilisent à bon escient. Donc je pense que c'est cette revendication, en tout cas politique, qui transparaît par rapport à cette question. Et je vais dire entre parenthèses que toutes les tentatives de révision constitutionnelle, c'est pour appliquer l'accord d'Alger. Depuis Alpha Omar Konaré, c'était par rapport à l'accord de Tamaracet. C'est très clair. Pour inscrire dedans le principe de la libre administration des collectivités. D'ailleurs, c'est maintenant que ça va être inclus dans la Constitution. Parce que depuis ce temps, ça a été demandé. Opérationnalisé par le pacte national. Et le projet, c'était cela. ATT l'a voulu, c'était cela. On peut ne pas être d'accord, mais pour nous, c'est clair. Quand on lit les textes, on comprend bien, c'est cela. Maintenant, la question de la laïcité, elle est mal abordée, mal comprise. Et je pense qu'on l'a assujettie à un moment où, si tu veux, il n'y a même pas une entente par rapport à l'unité même de la nation. Et ça pose un problème. Aujourd'hui, l'unité de la nation est effritée, à la fois sur le plan territorial, sur le plan idéologique et sur le plan même de notre structure anthropologique. Et je pense que ce problème est là, il faut le régler. Et nous sommes une société qui n'a pas codifié suffisamment pour que nous puissions aller à des choix. Quand vous mettez dans cette constitution que vous allez choisir des notabilités traditionnelles, qui est notabilité traditionnelle, qui ne l'est pas? C'est une question qui est posée. Et à mon avis, la question des religieux, après avoir participé à tous ces mouvements, pense qu'on leur doit plus que ça. Mais je pense que le gouvernement doit faire en sorte que le principe de laïcité, comme c'est écrit que la laïcité, elle est plutôt définie, mais le caractère laïque de l'État ne transparaît pas. Nous souhaitons, si c'est le cas, si ça doit passer, même si on ne souhaite pas que ça passe, que la laïcité soit un principe, mais pas une définition, pour nous dire que ça ne s'oppose pas aux religions. Allez-y, Massiré, sur cette question de la laïcité qui fait débat, peut-être en 30 secondes. Non, bon, vous savez... moi, je pense qu'il faut voir le Mali au-dessus de tout cela. Il ne faut pas se focaliser sur des détails, parce que les diables se trouvent souvent dans les détails. Il faut il faut avoir une vision assez longue. Parce que le travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour nous. Nous, peut-être, nous n'assisterons pas à ces fruits, mais les générations futures. Donc, c'est pour cela que c'est important aujourd'hui de se surpasser. Parce que le pays demande cela. Aucun sacrifice n'est de trop. Ces accords, ces constitutions, tout cela ne vise qu'à une seule chose, le bonheur du peuple malien. Et je pense que s'il y a même lieu de mettre à côté tous les textes pour atteindre cet objectif-là, il faut le faire. La laïcité pose problème aux yeux des imams, de certains imams, je veux dire. Oui, eux, ils l'ont dit très clairement. Voilà pourquoi notre position elle est claire. Maintenant aussi, c'est de demander tout simplement au gouvernement, en tout cas, d'aller toujours vers l'inclusivité. Peut-être qu'ils ne se sont pas retrouvés trop dans les discussions préliminaires qui ont eu lieu avant. Comment aller à l'inclusivité si l'imam a une position tranchée sur la question de la laïcité, par exemple? Oui, bon, on peut toujours en discuter et probablement amener d'autres amendements. Comme il a dit, moi je suis du principe qu'il faut vraiment transcender toutes ces questions, se mettre dans une vraie posture de développement national, quoi. Parce que c'est une question vraiment... En tout cas aujourd'hui, c'est que sur ça divise les Maliens.
Et c'est notre position. Nous, on a fait ce constat-là. Ça divise les Maliens beaucoup plus que ça les unit. Et aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. 30 secondes pour clore. Je remercie les co-débatteurs et les téléspectateurs. Je vous remercie, M. Sidibé. Mais je voudrais, en un mot simple, que les Maliens mettent les Mali au-dessus de tout. D'accord. Que nous mettons les Mali au-dessus de tout. Ok. En 10 secondes. Bon, je vous remercie tous. Hein. Et nous, l'URDAC Mali, je pense, a toujours soutenu la transition et cela continue. Mais nous pensons que l'accord d'Alger ne peut pas être la solution. D'accord. Et je crois que c'est pour cela que l'action du gouvernement stagne. Et nous voulons que les aspirations profondes du peuple malien, qui ne répondent pas à l'agenda de l'accord d'Alger, soient prises en compte. Massiré, votre dernier mot. Remercier tout le monde et vous remercier particulièrement et vraiment rejoindre le frère sur son appel, placer le Mali au-dessus des questions d'intérêt personnel parce que ça va au-delà de cela. D'accord. OCB. Oui, surtout, ma conclusion, c'est de faire en sorte de respecter le chronogramme que nous-mêmes nous sommes imposés et d'aller vers cela. Et je pense que les gouvernements, la responsabilité du gouvernement est surtout engagée à ce niveau et ils sont devant. S'il y a des difficultés, il faut qu'ils aillent toujours vers les gens, qu'on en explique les vraies raisons au lieu de prendre des décisions unilatérales souvent. Et surtout avec les groupes armés, de trouver un terrain d'entente pour qu'on ne puisse pas aller à l'escalade. C'est sur ces appels que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité M. Émile Salamso. Il est secrétaire exécutif au niveau du regroupement politique Onko Fasoko. M. Yamoudou Keita, URDAC France, Massiré Diop, journaliste, et Dr Ousmane Koulibaly, OCB, vice-président au niveau du parti Élément. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté du cercle de Yanfolila. Au revoir.